Voilà, bienvenue donc dans cette première réunion, première conférence de l'année du cycle d'air et d'espace de l'Académie. Ces conférences annuelles qui sont traditionnelles maintenant depuis de nombreuses années à Toulouse se font en partenariat avec la médiathèque José Cabanis, à partir de laquelle d'ailleurs, ou dans la salle de laquelle nous aurions dû tenir cette conférence, mais compte tenu des circonstances, donc nous avons basculé cette conférence en visioconférence. Elle est aussi en partenariat avec la 3AF, parce que nous avons coutume d'échanger un certain nombre de conférences, 2 à 3 conférences dans l'année. Je voulais vous signaler aussi que cette conférence serait enregistrée. J'espère que ça ne gêne aucun d'entre vous. Et puis ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Louarn, directeur de l'IRAP, qui va nous parler du Soleil, qui va nous parler des dernières missions des sondes envoyées vers le Soleil. Et je vais laisser la parole à mon confrère Michel Blanc, qui lui-même connaît bien Philippe Louarn, et qui a travaillé aussi à l'IRAP pour présenter le conférencier. Voilà, à toi Michel. Merci beaucoup Jean-Claude. Donc bonsoir à tous. Effectivement, c'est un plaisir pour moi de présenter Philippe Louarn. Il se trouve qu'on a suivi en termes de laboratoire des trajectoires assez similaires puisque on a tous les deux commencé notre carrière dans un labo qui s'appelait le Centre de recherche en physique dans l'environnement terrestre et planétaire, à Issy-les-Moulineaux, à une époque où c'était un laboratoire mixte du CNRS et de France Télécom. Philippe a donc commencé sa carrière dans ce domaine de la physique des plasmas spatiaux. Il venait de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de physique, et il a, on peut dire, consacré sa carrière à l'étude des processus qui contrôlent le fonctionnement, le comportement des plasmas naturels, en particulier les plasmas chauds, que l'on rencontre dans l'environnement spatial de la Terre, des planètes, et comme on va le voir, dans l'environnement du Soleil, avec toujours un intérêt particulier pour les phénomènes qui ont un caractère universel. Les instabilités dans les plasmas, les processus d'accélération de particules, de rayonnement. Vous savez que les magnétosphères planétaires sont de puissants émetteurs radio que Philippe a étudiés. Et il a travaillé aussi sur les grandes instabilités qui gouvernent les orages magnétiques de la Terre, par exemple, ce qu'on appelle les sous-orages magnétiques. Non seulement il les a étudiés dans la magnétosphère terrestre, mais il en a aussi trouvé des équivalents qu'il a analysés dans la magnétosphère de Jupiter, par exemple. Donc Philippe a travaillé avec, on peut dire, les plus grands noms du domaine, René Pella, Roger Gendrin, Alain Roux. Il a aussi travaillé avec Dominique Lequiot, bien sûr, très étroitement. Philippe est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au service des grandes missions spatiales, avec la mission Cluster, bien sûr, dans l'environnement terrestre, qui était une petite révolution, même une grande, avec la première étude multipoint de la magnétosphère de la Terre. La mission Galileo, qui a été la première à nous instruire, on peut dire, sur le fonctionnement fantastique de la magnétosphère de Jupiter. Cassini pour Saturne, et puis actuellement, Philippe continue à travailler sur la magnétosphère de Jupiter avec la mission Juno. Donc, ce soir, donc, il va nous donner un éclairage sur ses travaux concernant les magnétosphères du système solaire. Et quand on parle de magnétosphère du système solaire, mais quelle est la plus grande et peut-être la plus fascinante? Eh bien, justement, la magnétosphère la plus grande du système solaire, c'est celle du Soleil, l'héliosphère. Le champ magnétique de l'héliosphère prend naissance dans les couches convectives du Soleil par effet dynamo. Il est ensuite en émergence dans l'atmosphère du Soleil, dans la couronne où il est stocké, avant d'être propulsé dans l'espace interplanétaire pour former ce que l'on appelle le vent solaire. Et ce vent solaire interagit avec l'ensemble des planètes, et en particulier la nôtre, et conditionne ce que l'on appelle l'environnement spatial. Les grandes missions spatiales sont actuellement consacrées à ce sujet passionnant, et en particulier la mission Parker Solar Probe de la NASA et la mission Solar Orbiter de l'ESA. Philippe est le principal investigateur d'une expérience qui s'appelle Proton Alpha Sensor sur Solar Orbiter, qui est en train de révéler quelques-uns des secrets de ce phénomène encore très très mal connu du fonctionnement et de l'accélération
du vent solaire. Voilà, donc c'est un grand plaisir pour moi de passer la parole et donc l'écran à Philippe pour cette conférence. Donc, je vais demander à chacun de couper son micro pendant le temps où Philippe va parler. Et ensuite, pour poser des questions, il y aura plusieurs modes. Vous pourrez soit lever la main en appuyant sur le petit bouton qui va bien pour faire ça, soit poser votre question sur le chat et je vous donnerai la parole. Et Philippe s'interrompra plusieurs fois pendant son exposé pour laisser la parole à des questions sur, on va dire, les chapitres intermédiaires de sa présentation. Voilà, donc je pense que tout est prêt. Si tout le monde a coupé ses micros, Philippe, c'est un plaisir pour moi de passer la parole et l'écran. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci à l'Académie de cette invitation. Et c'est un vrai plaisir que de vous parler du soleil, de ce qu'on fait actuellement avec nos instruments autour de notre étoile. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas forcément mon sujet le plus ancien. J'ai commencé à travailler sur ces sujets-là récemment avec notre instrument. Je suis beaucoup plus spécialiste de magnétosphère classique, de plasma chaud. Et c'est l'occasion pour moi en fait, de vous montrer beaucoup d'images. Je pense que j'aurai une présentation assez pleine d'images, assez pleine d'animations. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi parce que d'habitude, ce sur quoi je travaille ne se voit pas. On ne voit pas les plasmas chauds, on voit les aurores boréales, certes, mais ça s'arrête là. Donc, j'ai l'habitude de travailler sur l'invisible. Et ben là, pour une fois, on voit des choses beaucoup plus percutantes, belles, en s'intéressant au soleil. Donc, c'est un peu ça que je vais vous faire partager. Donc, je vais vous parler rapidement du soleil, je vais vous parler d'un certain nombre de manière très illustrée, hein, ce n'est pas une présentation scientifique que je fais évidemment, de ce qu'on a fait récemment avec les missions stéréo Parker Solar Probe et ce qu'on fait actuellement avec la mission Solar Orbiter et notre instrument sur Solar Orbiter. Donc, d'abord un premier parti très général sur le Soleil, vous rappeler un peu ce que c'est que notre Soleil, ce qu'il signifie, son énergie, les différentes facettes de son activité, mais aussi ses effets sur la Terre, sur notre environnement et ce qu'on appelle la météo de l'espace. Donc, le Soleil, très rapidement, d'un point de vue astrophysique, c'est ce qu'on appelle une naine jaune. C'est un objet qui est assez commun dans notre galaxie. Hein. On peut compter qu'il y en a à peu près une centaine de millions de soleils dans notre galaxie. Je vous montre ici là où nous sommes. Voilà, le Soleil n'est pas vraiment au centre de la galaxie. Il est à mi-chemin par rapport entre le centre et le bord externe, dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. Son âge est de un peu moins de 5 milliards d'années. On sait que, bon, on connaît bien la physique de ces étoiles, que c'est un objet qui va vivre un peu plus de 5 milliards d'années encore. Son rayon est de 70 000 km. Vous avez la masse ici. Alors, c'est un objet évidemment qui est universellement célébré. Je le rappelle par cette image. Ça vient c'est un objet de culte d'une civilisation qui vivait au bord du Pacifique dans l'Équateur. Donc, c'est une vision du soleil qu'on pouvait avoir il y a pas si longtemps que ça, pas tant de milliers d'années que ça. D'autres visions du soleil, c'est un objet qu'on voit difficilement, évidemment, sauf il y a des périodes, en période d'éclipse, où on voit le soleil se cache, son disque solaire disparaît, mais on voit à ce moment-là justement ce dont je vais vous parler beaucoup, c'est-à-dire son environnement, sa couronne, et c'est toutes ces structures magnétiques. Et enfin, de manière très générale, j'aime bien montrer cette figure parce que ça vous montre ce qu'est le Soleil dans notre système solaire. Donc, vous avez le Soleil ici. Vous avez certains de mes objets favoris ici, Jupiter, Saturne. Vous avez Uranus, Neptune. Et peut-être vous les voyez, tout petits points ici, c'est nos terres, Vénus et Mercure et Mars. Donc, ça vous donne une idée de cette échelle, de ce monstre qu'est le Soleil. Monstre, si on parle de son énergie, comment il fabrique son énergie, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez que ce Soleil s'alimente, son énergie vient de la transformation de l'hydrogène en hélium. Je vous donne ces chiffres ici parce que voilà, j'aime bien rappeler ces chiffres qui sont des chiffres avec beaucoup de zéros.
Donc, vous avez ici cette puissance qui est dégagée par le Soleil, donc cette énergie dégagée par le Soleil chaque seconde, donc 4 10 puissance 26 joules. Donc, on est en train de parler, on n'est pas loin du milliard de joules. Le joule n'est pas une quantité d'énergie très forte, ce n'est pas une grande unité. Un joule ne correspond pas à beaucoup d'énergie, mais enfin 10 puissance 26, c'est beaucoup. Et pour comparer, je vous mets de ces chiffres ici. Vous voyez que si on regarde l'estimation que l'on a aujourd'hui de toute l'énergie fossile, donc sous forme de charbon, de pétrole, etc., qui est dans notre Terre, qui est sous nos pieds, on va dire, en fait, il y en a à peu près 10 000 fois moins que ce que produit le Soleil en une seconde. Toute l'énergie qui est contenue dans notre Terre sous forme fossile, le Soleil le fournit en 1/10 de milliseconde. Si on s'intéresse à toute l'énergie que l'humanité a besoin, produit chaque année, c'est de l'ordre de 7 10 puissance 20 joules. C'est des chiffres qui datent de 2018. Je pense que ça a dû un peu augmenter, mais ça doit être toujours valable. Et en fait, cette énergie dont on a besoin, nous, humains, vu nos types d'activités que l'on a ces temps-ci, pour tenir une année, en fait, le Soleil, c'est à peu près l'équivalent de ce que nous envoie le Soleil, de l'énergie qu'atteint la Terre en 1 heure. C'est-à-dire 1 heure d'éclairage de la Terre par le Soleil correspond à toute l'énergie que va dépenser l'humanité pendant une année. Et je vous donne quelques chiffres supplémentaires sur, voilà, c'est 10 puissance 19, c'est à peu près ce dont on a besoin pour se nourrir en une année. Tout ça pour vous dire que en termes d'énergie, et en particulier d'énergie solaire qui atteint la Terre chaque heure, voilà, il y a de quoi alimenter l'humanité pendant des années et des années. C'est important quand on s'intéresse à tout ce qu'on pourrait faire avec l'énergie solaire, évidemment. Alors, je vais passer en revue un certain nombre d'aspects de ce Soleil, donc en parlant d'abord de sa surface et de son magnétisme. Donc, le Soleil, c'est une étoile relativement, enfin, pas plus magnétisée que ça. On connaît beaucoup d'étoiles qui sont beaucoup plus magnétisées, mais c'est une étoile qui a quand même une véritable activité magnétique importante, et cela, ça manifeste par exemple les taches solaires. Alors, les taches solaires, c'est des choses que l'on peut voir. Je ne vous recommande pas de regarder le Soleil de face, évidemment, mais ça m'est arrivé d'en voir des taches solaires, par exemple, dans des périodes en fin de journée, quand le Soleil, vous avez un certain brouillard, le Soleil se cache, le disque devient rouge. Quand on a une bonne vue, il faut faire un petit peu attention, mais on peut voir des taches solaires à l'œil nu. Donc, ça fait des petits points noirs sur le disque solaire. Alors, il faut faire attention quand on le fait, mais voilà, dans certaines circonstances, on peut se permettre de voir ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces taches solaires sont en fait des endroits, des zones d'émergence des flux magnétiques, ce que je vous montre ici avec ce dessin. Et ces boucles magnétiques sont très dynamiques, comme je vais vous le montrer. C'est elles qui vont, par leur dynamisme, par leur explosion, par leur évolution, vont influencer, vont déterminer toutes les perturbations qui peuvent atteindre la Terre. Point important, vous le connaissez, c'est que ce magnétisme a un cycle de 11 ans, qui se traduit par le fameux cycle solaire. Donc, vous avez ici une vue du disque solaire au cours des années. Donc, vous partez de ce qu'on appelle un minimum solaire ici, et puis au cours des années, sur un cycle de 11 ans, vous avez petit à petit une construction d'une structure de plus en plus complexe autour du Soleil. On passe par ce qu'on appelle un maximum solaire. Puis après, vous avez une diminution de cette complexité. On revient à un Soleil plus calme, d'allure plus simple, on dirait. Et puis le cycle recommence. Voilà, c'est le fameux cycle solaire de 11 ans. Qui a une grosse importance pour déterminer, parce que c'est pendant ces périodes de cycle solaire maximum, pendant cette période de maximum solaire, qu'on a de manière pas forcément les plus intenses, mais de façon le plus nombreuse,
les éruptions, les perturbations dans notre environnement spatial. Alors je m'éloigne petit à petit du Soleil. Ce qu'on va trouver là, quand on va s'éloigner au-delà de la surface, c'est ce qu'on appelle d'abord la couronne, puis le vent solaire. Il y a plusieurs formes de vent solaire. Le vent solaire est un flux de particules qui est émis par le Soleil. Donc, c'est essentiellement des protons et des particules alpha, des héliums. Je vous en montrerai des mesures réellement. Il y en a de plusieurs sortes. On parle de vent solaire rapide, vent solaire lent. Donc, le vent solaire typique a une vitesse de l'ordre de 400 km par seconde. On sait qu'il est structuré. Ça, c'est une mesure qui vient d'un projet Ulysse, le projet Ulysse, il y a une vingtaine d'années maintenant. On sait par exemple qu'au voisinage de l'équateur du Soleil, on a plutôt une prédominance des vents lents. Ceci est associé à des structures magnétiques qui sont en boucle, alors que vers les zones de plus haute latitude, vous voyez ici, vous avez une représentation de cette vitesse en coordonnées polaires. Vous avez un vent solaire qui est beaucoup plus rapide, facilement 700 km par seconde, le vent solaire rapide. Ça, ci correspond à des lignes de champ qui sont ouvertes vers l'extérieur. Alors, un très vieux problème de la physique solaire est ce qu'on appelle le problème du chauffage de la couronne solaire. En fait, quand on s'éloigne de la surface du Soleil, on s'aperçoit qu'à une altitude de l'ordre de 2000 km, on a une transition très brutale entre un plasma encore relativement collisionnel, on dit, mais pas très chaud, de l'ordre de quelques milliers de degrés, à un milieu qui est beaucoup plus chaud. On va compter ça en millions de degrés. Et cette transition se fait sur une échelle assez courte, sur quelques centaines, sur quelques milliers de kilomètres. Et l'origine de sa transition, le fait qu'on ait ce chauffage de la couronne, ce qu'on appelle le chauffage de la couronne, ça reste toujours un mystère qu'on continue à essayer de comprendre. On essaie de comprendre quels sont les processus théoriques par l'observation aussi, qui peuvent expliquer ce chauffage. Alors évidemment, j'en ai déjà parlé, le bon moment pour voir toute la beauté de ces phénomènes, toute cette complexité, ce sont les éclipses solaires. Personnellement, je n'en ai jamais vu, mais je sais que quand on a eu la chance d'en voir une vraie, complète, par beau temps, c'est un phénomène qu'on n'oublie jamais. Je continue. Là, je vous parle maintenant de parties particulièrement, d'une caractéristique particulière du Soleil, c'est la possibilité d'avoir une activité extrêmement prononcée. Donc, c'est ce qu'on appelle les flares, les éruptions solaires, donc avec des chiffres là qu'on va voir qui sont absolument considérables en termes d'énergie, 10 puissance 25, c'est-à-dire qu'on parle de processus qui, en quelques dizaines de minutes, sont capables de générer, d'émettre une énergie équivalente à des milliards de bombes H. Donc vraiment, c'est des choses, des phénomènes majeurs, avec des chauffages de particules, des chauffages du plasma à plusieurs millions de degrés, ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, c'est-à-dire que vous avez des processus, je vais vous en montrer des exemples, où on voit une portion du plasma qui est contenue proche de la surface du Soleil, qui se décolle de la surface solaire et qui est éjectée dans le milieu environnant. Donc, ce sont ces éjections de masse coronale, avec des chiffres, là aussi, évidemment, qui n'ont rien à voir avec des chiffres humains, je veux dire, des milliards de tonnes, des tonnes de matière qui sont injectées à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Alors, ces éjections de masse coronale, cette masse coronale va se répandre dans le milieu. Ça atteint la Terre en 3 ou 4 jours, typiquement. Donc, il faut 3 ou 4 jours pour que ces éjections partent du Soleil et atteignent la Terre. Et quand ça nous impacte, ça peut avoir un certain nombre de conséquences, parfois tout à fait spectaculaires, hein, comme ce qu'on appelle des orages magnétosphériques, et puis une activité aurorale, en termes d'aurore boréale, particulièrement, aurore polaire particulièrement prononcée. Et tout ça, en fait, c'est un
un domaine qui s'est bien développé ces quelques années, c'est ce qu'on appelle la météo de l'espace. C'est-à-dire, c'est de développer tous les outils, enfin, d'observation, les outils de modélisation, pour essayer d'observer avec un petit peu d'avance de prévoir avec un peu d'avance ces modifications de l'environnement terrestre, de notre environnement spatial terrestre, en observant le Soleil et en observant l'activité au voisinage du Soleil. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de naître, qui prend de l'essor, une espèce de météo, mais ce ne serait pas la météo de la troposphère, la météo de notre atmosphère, mais là, une météo de notre environnement spatial. Je vais vous parler là vous donner quelques exemples de ça. Donc, ceci, c'est alors attendez, je vais mettre tous les points. C'est ce qu'on appelle le fameux événement de Carrington. C'est un petit peu, c'est un événement historique où il y a eu donc ça date de 1800, je vois plus, 1859, il y a eu, on l'a compris plus tard, il y a eu un événement absolument majeur qui s'est produit au voisinage du Soleil, donc une de ces éjections de masse coronale majeure qui a impacté de manière incroyable l'environnement terrestre et le champ magnétique terrestre et la magnétosphère terrestre. En fait, ce qu'on a vu là, c'est les points rouges que je représente ici, sont des lieux où on a observé des transformations, des observateurs, il y avait en particulier des marins. Les marins regardent souvent le ciel, ont vu des choses bizarres dans le ciel. On parle d'océan de sang, de ciel rouge vif, de feu de Saint-Elme, dans des localisations qui ne sont absolument pas les localisations de haute latitude. Donc, on a pu voir en fait ce qui s'avère être des aurores polaires, enfin des précipitations, donc c'est lié à des précipitations de particules énergétiques dans la haute atmosphère. On a vu ces phénomènes pas seulement au voisinage des pôles, au voisinage du cercle polaire nord ou sud, mais vraiment à des latitudes quasiment équatoriales. Donc vous voyez ici dans le sud du Mexique, en Amérique centrale, on a vu ça aussi en Martinique. Et en fait, pour expliquer tout ça, il faut l'analyse qu'on peut en faire, c'est que le champ magnétique de la Terre a été tellement perturbé pendant cet événement qu'en fait, il a été quasiment soufflé, si vous voulez, et ces particules venant du Soleil venaient impacter plus ou moins directement la haute atmosphère à toutes les latitudes. Ce qui s'est produit, pourquoi on a donné le nom d'événement de Carrington, c'est qu'il y avait à l'époque un astronome anglais qui observait le Soleil. Et justement quelques temps auparavant, quelques heures auparavant, avant que toute cette agitation soit observée dans le voisinage solaire, il a vu des taches particulièrement impressionnantes à la surface solaire. Il observait le Soleil et il a vu en particulier des points brillants se former au voisinage d'une structure de taches. Et en fait, ce qu'il voyait à ce moment-là, ce qu'il a vu, ce qu'on comprend maintenant, ce qu'il a vu est ce qu'on appelle un flare particulièrement intense, et que c'est cet événement intense qui allait être le précurseur de ce qui allait se produire dans le voisinage terrestre quelques dizaines d'heures plus tard. En fait, c'était... Voilà. Donc, je vous montre ici une animation. Vous avez quelques minutes d'animation là, où on voit justement toute cette activité, ces boucles coronales qui s'illuminent. Alors, personnellement, je trouve que c'est je pourrais vous en montrer d'autres après, à la fin de mon exposé. Donc, vous voyez tout ce dynamisme des structures magnétiques, ces structures en courant, rubanées. On voit bien les filaments que vous voyez là-dessus. Donc, en fait, c'est tracé par un plasma plus chaud, par des particules qui sont plus chaudes que le disque solaire lui-même. Vous imaginez que ces points brillants, mais en fait, à leur base, vous aurez, dans d'autres longueurs d'onde, vous auriez des taches noires. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est simplement la trace projetée sur le disque solaire de ces boucles coronales, quand on regarde ici. Mais ici, vous les voyez, ces boucles coronales
par la tranche, si vous voulez, et puis vous voyez toute cette activité assez incroyable. Donc, la rotation du Soleil, vous voyez, ça prend le temps d'une rotation solaire. Donc, vous avez ici typiquement plusieurs jours d'observation qui se suivent. Ceci est obtenu par un satellite de la NASA qui s'appelait TRACE et qui a observé le Soleil à plusieurs longueurs d'onde et qui a produit ces images absolument spectaculaires. Donc, voilà très généralement une vue du Soleil, de son activité, de ce qu'il peut faire sur Terre. Et je vais continuer maintenant en allant un peu plus en détail sur ce qu'on fait plus récemment, ce qu'on a fait plus récemment avec des missions comme Stéréo, Parker Solar Probe et Solar Orbiter. Est-ce que vous avez des questions par hasard sur ce Soleil en général, sur les chiffres? Donc, si j'avais une chose à vous dire, à retenir, c'est ayez en tête toute l'énergie dont a besoin l'humanité pour fonctionner pendant une année est donnée par le Soleil en 1 heure. Voilà. Philippe, je peux poser une question? Je ne sais pas comment le demander. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, rapidement. C'était quelle longueur d'onde ce que tu as montré, l'image que tu as montrée avec la dernière image du Soleil? Ah, bonjour Katia. Oui, bonjour. Non, écoute, je ne peux pas te dire ça. Alors là, franchement. D'accord, pas grave. Je l'ai pas en tête, non. Alors, il y avait une première question de Monsieur Ribeiro. Voulez-vous la reposer? Katia, c'est dans l'UV, hein. C'est dans l'UV c'est dans l'UV toutes ces images. Pardon. Ok. Oui, monsieur Ribeiro, si vous pouvez prendre la parole, donc pour poser votre question, sinon je la vois à l'écran. Donc, où se trouvent les neutrinos dans tout ce que tu nous as montré? Quelle est la relation avec l'activité coronale, s'il y en a, Philippe? L'émission des neutrinos solaires. Non, il n'y a pas de relation directe. Pas de relation, les neutrinos sont des produits des processus internes du Soleil, donc cette fission, et ça. Voilà, je n'en parlerai pas dans mon exposé du tout, donc c'est plus lié aux processus énergétiques qui vont de fusion, et je n'en parle pas dans mon Oui, ça vient du Soleil le plus profond, en fait. Ça vient de réactions nucléaire du Soleil. Réaction nucléaire à l'intérieur du Soleil, oui. Voilà, ça a très peu d'interaction avec les particules dont je veux parler. Alors, une autre question sur l'évolution du Soleil et son histoire terminale en particulier. Quand le Soleil se transformera-t-il en naine blanche? Dans un peu plus de 5 milliards d'années, je pense. Voilà, donc on a encore un peu de temps. Voilà. Voilà. Il y a une autre chose qu'on aurait pu dire, c'est le début de tout ça. J'avais un slide, un slide, peu importe. En fait, le Soleil, d'après ce que j'ai compris, serait, en fait, on serait les petits-enfants des premières étoiles. Le Soleil serait de la 3e génération. Auparavant, nous aurions eu deux générations de supergéantes, qui sont des étoiles donc, beaucoup plus massives que le Soleil, et qui ont des durées courtes, et donc éventuellement quelques dizaines de millions d'années. Et notre système solaire, notre Soleil, est le petit-fils de cette première supergéante qui aurait été formée au moment de la formation de la galaxie. Voilà. D'accord. Alors, une autre question qui peut éventuellement mériter une longue réponse, mais bon. Comment observe-t-on la météo spatiale? C'est toute une discipline. Bon, je vais vous montrer des choses un peu plus là-dessus tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. En fait, c'est un mélange. C'est d'abord une part de Solar Orbiter, j'y reviendrai. Une part de Solar Orbiter est dédiée à ça. C'est-à-dire, on observe la surface du Soleil, son environnement proche avec des instruments adaptés, un peu comme ceux qui ont servi à vous montrer cette animation du Soleil. Donc, on essaie de comprendre comment s'organisent les champs magnétiques, quelle est leur dynamique, quelle est la structure.
on essaie de deviner, de commencer à modéliser quelles peuvent être l'évolution de ces structures. Mais surtout, on voit avec éventuellement quelques dizaines d'heures d'avance les processus énergétiques, donc ces flares, se déclencher au voisinage du Soleil. Et selon la manière dont ils se déclenchent, si c'est dirigé vers nous ou non, on peut prédire quand ces perturbations du vent solaire vont impacter l'environnement terrestre. Voilà. D'accord. Il y a justement une question qui est un peu reliée. L'énergie éjectée par la CME est-elle susceptible d'affecter l'intégrité des ceintures de Van Allen et de causer des dommages à la Terre? On te parlera peut-être après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par affecter? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, elles peuvent contribuer ça peut correspondre à des épisodes pendant lesquels les ceintures de radiation se chargent particulièrement, deviennent particulièrement musclées, si vous voulez, mais pas de manière aussi directe que ça. Ce n'est pas directement les particules qui viennent du plasma qui rentrent dans les ceintures de Van Allen. C'est un processus plus compliqué parce que la magnétosphère terrestre, l'environnement terrestre, a sa propre dynamique. Disons qu'il va être terriblement excité par ces perturbations venant du Soleil, et il va contribuer à accélérer des particules en grand nombre qui vont peupler nos ceintures de Van Allen. Voilà. Mais c'est sûr que enfin c'est sûr, j'imagine, un événement comme celui de Carrington a affecté de manière tout à fait significative l'environnement magnétique et l'environnement en termes de réservoir de particules énergétiques de la Terre. Vous avez quelqu'un qui a levé la main. Ah oui, c'est peut-être moi, ça ne se fait pas. Oui, bonsoir. Allez-y, posez votre question. Oui, j'ai deux questions. Tout d'abord, quelle est la composition de la matière coronale? Et deuxième question, à partir de quels paramètres vous avez pu faire la datation du Soleil? Déjà, son vécu 5 milliards d'années et l'espérance de vie à venir encore 5 milliards. Alors, pour la composition de la matière coronale, en fait, on peut, quelque part, le vent solaire en est l'émanation. Donc, ça peut se mesurer directement à la Terre. Et puis après, il y a des signatures spectroscopiques des différents éléments. Donc, on sait que c'est très majoritairement, quand je dis très majoritairement, c'est 95%, quelque chose comme ça, de l'hydrogène. Vous avez une portion importante d'hélium. Et puis après, vous avez en bien moindre proportion, vous avez l'oxygène après, de l'oxygène, du fer, et après un certain nombre d'ions lourds, ce qu'on appelle les ions lourds, oui. Vous avez du silicium aussi. Vous avez pas mal de choses, mais en trace. Donc l'essentiel, c'est quand même l'hydrogène et l'hélium. Et puis après, vous avez l'oxygène, mais je vous montrerai. On a mesuré de l'oxygène avec notre instrument. Je vous montrerai ça. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question sur la datation, c'est assez simple. En fait, les étoiles sont des systèmes qui se modélisent assez bien. Et surtout, ça s'observe bien, les étoiles. Donc, on a quand même une zoologie d'étoiles et des jeunes, des moins jeunes, des plus vieilles, tout ce que vous voulez. Et donc, on a en fait la chronologie de l'évolution stellaire est quelque chose d'extrêmement bien connu maintenant. Même s'il y a encore toujours à chercher, évidemment, mais c'est quand même quelque chose de bien connu. Donc, sur l'âge du Soleil, c'est 4, je ne sais plus combien, milliards d'années, presque 5 milliards d'années, c'est des choses assez bien connues. D'accord ? Oui, juste un petit point, je reviens sur la matière coronale. Vous disiez, 95% d'oxygène, hélium. Il y a de l'oxygène, du silicium, du fer. Mais d'un point de vue chimique, alors, il peut y avoir des petites poussières. Donc, je sais qu'il y a aussi des petites poussières, des nanoparticules de poussière. Mais si vous voulez, c'est tellement chaud qu'il n'y a pas de chimie. Ce n'est pas des molécules, c'est vraiment des atomes. Oui, non, mais enfin, quand je dis de la chimie des atomes, mais ce que je veux dire, puisque la composition essentielle du Soleil, c'est donc de l'hydrogène, oui. Comment peut-on obtenir des particules, enfin des atomes de silicium, fer ou autres? Ah ben si, non, toutes les étoiles sont enrichies
Ça, c'est ce qu'on appelle c'est toute la problématique, la formation de la matière dans l'univers. Les étoiles, par leur processus de thermodynamique, thermonucléaire qu'elles permettent, il faut les comprendre aussi comme des systèmes dans lesquels se fabriquent par fusion progressive toute la matière, enfin pas toute, mais une partie importante de nos éléments plus lourds que l'hydrogène et que l'hélium. Donc c'est ainsi qu'on forme. Donc dans les étoiles sont toutes enrichies, peut-on dire, avec des éléments lourds, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Mais ça, c'est des produits de la fusion. Alors après, pour avoir certains corps comme l'or ou des produits beaucoup plus massifs, des atomes beaucoup plus massifs, ça se fait plutôt au niveau des processus qui se font à très, très, très haute énergie, par exemple dans les supernovas. C'est d'autres processus. Mais les étoiles sont, en plus de nous donner de l'énergie, d'abord des systèmes dans lesquels se fabrique la matière dont nous sommes formés. D'accord, merci. Merci Philippe. Peut-être juste une dernière question parce qu'elle est intéressante avant de continuer. Une éruption solaire peut-elle faire augmenter la température de la Terre? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et si oui, de combien? Je crois Après, pas. on continue. Non, oui, non, je ne pense pas qu'une éruption solaire puisse augmenter non, ça va perturber l'environnement spatial, mais de là augmenter la température de l'atmosphère, non, il y a de la marge. C'est négligeable. C'est complètement négligeable, on va dire. Par le bilan énergétique de la Terre, oui. Voilà, c'est négligeable en termes de... D'accord. Et en fait, ça pourrait ne pas l'être s'il y avait des variations de brillance significatives du Soleil lors de ces événements. Effectivement, il y a un embriancement qui est possible, mais ça reste fugitif et très restreint par rapport à l'ensemble de l'énergie. Le taux de production du Soleil, d'énergie du Soleil, lui, il ne bouge pas. Bon, je vais continuer si vous voulez. Voilà, oui, Philippe, merci. Bon, je m'aperçois qu'en fait, on a plus d'interaction que devant une salle, presque ça. Je vois personne, mais bon. Ils sont là. Ils sont là. Donc, ces trois projets dont je vais vous parler rapidement, enfin plus ou moins, il y en a un qui s'appelle Stéréo, qui est un projet. Alors, c'est des projets, oui, ils sont tous avec la NASA et, par exemple, et mon laboratoire a participé à tous ces projets d'une manière ou d'une autre. Par exemple, sur le projet Stéréo, voilà, qui est un projet de la NASA, alors qui consistait à envoyer 2 sondes qui sont parties de la Terre, qui se sont éloignées de chaque côté, un peu en avance, un peu en arrière. Et l'idée, c'était de voir les perturbations venant du Soleil d'une manière stéréoscopique pour voir la propagation des perturbations du Soleil vers la Terre. Je vous en donner un exemple. Et nous, sur ce projet-là, nous avons fourni un détecteur d'électrons qui est au bout de ce mât, là. Ça doit être l'objet le plus froid de ce satellite, de cette sonde. Et ils sont arrêtés, mais en fait, ils ont marché de manière excellente pendant plusieurs années sur 2 petits détecteurs d'électrons, parce qu'il y avait 2 sondes, on avait fait 2 détecteurs d'électrons. Leurs petits frères sont actuellement, on a pu les refaire, enfin à l'identique presque, ils sont actuellement en cours au travail autour de Mars, sur la mission MAVEN, qui est une mission qui étudie l'échappement atmosphérique de Mars. Solar Orbiter, donc j'en parlerai, on a un instrument qui est ici, là, qui regarde le Soleil, notre Proton Alpha instrument, et sur Solar Probe, on a eu une participation indirecte parce qu'on a contribué à qualifier certains matériaux au four solaire d'Odeo, donc dans des ambiances extrêmement chaudes, certains matériaux qui ont été utilisés sur certains instruments. Voilà, je vous montre un exemple ici de ce qu'a fait Stéréo. Donc, vous avez le Soleil ici. Et ce que vous voyez, c'est ces fameuses éjections de masse coronale qui se propagent dans tout l'espace entre le Soleil et la Terre ici, vous avez Vénus ici. Donc, vous voyez, vous voyez ici cette éjection de masse qui va s'approcher de la Terre. Vous avez ici un indicateur et hop, vous allez voir la densité du vent solaire. Ici, vous voyez cette aiguille là.
qui augmente au passage de cette SEM, de cette éjection de masse coronale. Donc, c'est un exemple d'observation qu'on a fait très couramment avec stéréo, spectaculaire. On utilise différents types d'instruments. On utilise des instruments, 3 coronographes qui vont regarder le voisinage, l'environnement solaire à différentes distances. Vous avez ici ce qu'on appelle une échelle logarithmique, hein, ce n'est pas du tout linéaire. Puis après, vous avez des instruments qui fonctionnent, qu'on va retrouver sur Solar Probe et sur Solar Orbiter, qui regardent en dehors du Soleil et qui regardent la diffusion de la lumière par les électrons, lumière blanche, et qui permettent, alors ces instruments assez subtils, qui arrivent à percevoir cette très légère luminosité des populations d'électrons dans le milieu, et qui permettent de voir qui permettent de tracer ces variations de densité, et on voit ces variations de densité se propager dans le système. Donc, quand je vous disais qu'en général on ne le voit pas, ce n'est pas vrai. Il existe des instruments qui nous permettent de voir réellement ce plasma. D'accord? Il y avait une question? Non. Ceci est une autre vue. Voilà, on parlait de métaux de l'espace. C'est voilà, le genre de choses que l'on fait aussi avec ces projets. Donc là, vous imaginez que vous voyez le système solaire par le haut. Vous avez le Soleil au centre, la Terre, et puis en fait, on fait un zoom. Et ce que vous voyez ici, c'est une reconstitution à partir d'observations de ces différentes fluctuations de densité de matière qui est éjectée du Soleil et qui va se propager dans tout le système solaire, depuis le centre, donc, jusqu'aux distances les plus éloignées, jusqu'à l'orbite du Pluton, et puis au-delà, jusqu'à ce qu'on appelle les confins de l'héliosphère. Voilà, ce genre de... Là, on est presque de la météo spatiale, mais étendue à tout le système solaire. Si on habitait à Uranus, ben, voilà, on commencerait à se poser des questions sur la manière dont toutes ces perturbations se propagent dans cet environnement interplanétaire. Ici, je vais vous montrer une autre chose assez rigolote. C'est une observation qui a été faite en 2012, donc sur le même genre, hein, vous avez le Soleil, nous sommes ici, la Terre est là, et puis nos 2 satellites stéréo, il y en a un ici, puis un autre là. Et puis vous avez ces différentes éruptions. Vous les voyez se propager à des vitesses variables. Et en fait, il se trouve qu'en juillet 2012, on a compris qu'il y avait eu un événement qui avait à peu près l'amplitude du fameux événement de Carrington dont je vous ai parlé. Donc, je vais vous le relancer. Donc, vous voyez, alors là, c'est des éjections de masse coronale, des perturbations normales, même si c'est spectaculaire. Là, elle est pas mal, elle tape la Terre. Puis vous allez en avoir une là bientôt. Attendez, hop, vous allez la voir. Bouh, voilà. Celle-là, alors, chance, pas chance, je ne peux pas vous dire. Si je suis pur scientifique, je dis par malchance, elle n'est pas allée vers la Terre, c'est-à-dire que cette éjection de masse coronale extrêmement énergétique a frappé stéréo A. Donc, c'est pour ça qu'on a bien pu observer quelle était son importance, mais n'a pas été vers la Terre. Ça aurait été intéressant peut-être de la voir arriver sur notre Terre et vivre ce qu'ont vécu les gens du temps de Carrington avec toutes ces perturbations dans notre environnement. Alors, je dis chance ou pas chance, un événement de cette ampleur est un événement qui peut être destructif pour les satellites. Hein. Donc, peut-être vaut mieux pas que ça soit dirigé vers nous. C'est pour vous montrer que il y a quelques années, effectivement, on l'a échappé belle. On aurait pu avoir un événement naturel majeur qui aurait détruit potentiellement un certain nombre de nos satellites. Un petit mot de Solar Probe. Donc, Solar Probe est personnellement, je trouve un projet absolument extraordinaire de la NASA, extraordinaire par son ambition. Donc, Solar Probe est une sonde, on va dire, pour
pourrait presque dire classique, sauf qu'elle va s'approcher à 10 rayons solaires du Soleil. C'est-à-dire que son bouclier, ici, va être chauffé à plus de 1000 degrés, vous voyez. On doit avoir toute une technique pour replier les panneaux solaires, sinon tout ce qui va dépasser va brûler. D'instruments scientifiques à rester en fonctionnement, il n'y a que les antennes qui regardent le Soleil. Tout le reste est protégé. Et extraordinaire parce que je pense que c'est une démonstration de savoir-faire de la NASA absolument unique. La NASA a été capable de concevoir et de réaliser cette sonde en quelques années. Je pense que la fabrication de la sonde et des instruments a dû s'étaler sur 5 ans, ce qui est extrêmement court pour nous, pour ce genre un projet de cette ambition. Et elle en est actuellement pas loin de dépasser les dizaines de survols du Soleil, sans aucun problème. Enfin, c'est une réussite absolument superbe. Donc, ici, ce qu'on voulait étudier, ce qu'on veut étudier avec cet instrument, avec cette mission, c'est une mission qui a peu d'imagerie. Pratiquement, il y a juste il n'y a pas d'imagerie, basiquement. C'est surtout pour des mesures du plasma. Et l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur le vent solaire à l'origine de son accélération et comprendre les processus d'accélération du vent solaire. Je vous montre ici juste rapidement des données. Voilà, on commence à rentrer dans la science. Ça devient un peu plus compliqué peut-être. C'est ici, ce que vous avez, c'est le champ magnétique qui a été mesuré lors du premier passage, le premier périhélie de cette mission, avec, comme on doit s'y attendre, un champ magnétique, des fluctuations du champ magnétique du Soleil qui vont grandement augmenter selon une loi en 1 sur R2, ce qu'on attend classiquement lorsqu'on va se rapprocher du Soleil, avec des transitions de part et d'autre de l'équateur magnétique. Une très belle réussite qui continue, sur laquelle certains d'entre nous travaillent toujours. Et bon, je pense qu'on est qu'au tiers de la durée de vie de la mission. Solar Orbiter. Alors voilà, c'est juste rapidement pour vous dire qu'on a... Je vous laisse vivre le lancement de ce Solar Orbiter. Voilà, je sais pas, vous avez peut-être l'habitude de voir des tirs de fusée. Pour nous, à chaque fois qu'on a un tir de fusée, c'était il y a 1 an, à peu près, maintenant jour pour jour. Un peu oui. Juste avant qu'on soit confiné, on a pu quand même aller en Floride voir ce tir. Et quand vous avez un instrument à bord, ça fait quelque chose. Voilà. Ça a été un beau tir bien réussi, on était contents. Pardon, je passe. Voilà. Donc les objectifs de Solar Orbiter, c'est de travailler sur la connexion justement entre les processus qui se passent à la surface du Soleil, dans ces boucles coronales, et la manière dont le vent solaire se forme, réagit, se transforme, et donc faire le lien entre ces processus de surface et les perturbations dans l'environnement solaire. C'est un projet dans lequel notre instrument, donc je vais vous montrer quelques données, se trouve ici, il est caché ici, c'est notre instrument PASS, ça pourrait être celui-ci. En fait, c'est un instrument, nous avons un instrument, vous voyez, ceci, donc c'est la face qui regarde le soleil, vous avez ici le panneau solaire, la protection thermique, cette surface va être chauffée typiquement à 500 degrés au voisinage du soleil. Notre instrument doit être un peu caché, vous avez une espèce d'ouverture ici. Nous, on va mesurer les particules qui viennent du soleil, donc qui arrivent dans cette direction, par la tête de mesure que nous avons ici. Voilà, alors il y a eu un certain nombre de choses difficiles dans ce projet. Bon, beaucoup d'instruments, comme tous nos instruments, tous nos projets. Vous avez ici, il y a 11 instruments en tout sur cette mission. Vous avez donc en fait, c'est quand même un projet qui, du point de vue de l'instrumentation, est assez complexe. Vous avez à la fois des instrumentations pour étudier le plasma, pour étudier les ondes,
mais aussi tout un ensemble de caméras qui vont regarder à travers le bouclier thermique pour observer le soleil. Alors, pour l'instant, je ne pourrais pas vous montrer de données parce que c'est différent. Enfin, il n'y a que des données très préliminaires, mais que vous avez vues dans la presse, il n'y a pas grand-chose à en dire d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que ces instruments d'observation du disque solaire sont vraiment mis en opération lorsqu'on va s'approcher du Soleil. Nous sommes encore en ce qu'on appelle une phase de croisière. Donc, nous n'avons pas encore mis en plein fonctionnement scientifique l'ensemble de ces caméras. Par contre, les autres instruments, ce qu'on appelle les instruments in situ, qui vont mesurer les particules, les champs et les ondes dans le vent solaire, eux, ils fonctionnent et c'est de ça dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors bon, le gros problème de ce projet, c'était la protection thermique. Parce qu'on a une surface qui va atteindre 500 degrés, comme je vous l'ai dit. Ça ne serait pas trop grave, ça, 500 degrés que d'un côté, mais le problème, c'est qu'on doit aussi aller dans le froid, parce qu'on ne va pas rester tout près du soleil en permanence. Et en fait, c'est concevoir un design thermique qui accommode à la fois des très basses températures, vous voyez ici, moins 200 degrés, et des hautes températures, 500 degrés, a été un des gros challenges de ce projet. Bon, je vous passe ceci et j'en viens à un autre instrument. Est-ce que vous aviez des questions là sur ce qu'on a vu, ce qu'on a discuté sur les processus, la propagation des choses dans l'héliosphère ou que sais-je? Non? Oui, il y avait une question dans le chat. Est-il possible de capter la masse coronale des systèmes comme le travail de Gaillon avec la récupération du méthane? Je ne connais pas le détail. Peut-être que la personne qui a posé la question peut dire plus. Est-ce qu'on peut capter de la masse de la couronne en fait dans les éjections? Non, non, je ne vous ai pas donné les ordres de grandeur des densités. C'est des milieux, enfin, là où on peut aller avec nos satellites, même là où est Solar Probe, pardon, la densité du milieu est extraordinairement faible. On parle de on va dire au mieux, de quelques centaines de particules. Oui, encore, oui. Allez, parlons de centaines de particules au centimètre cube. C'est des densités extraordinairement faibles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre du gel et puis récupérer quelques ions, voilà, peut-être. Mais y a pas, non, on ne peut pas récupérer de c'est pas comme une atmosphère où on peut faire, on peut récupérer quelques molécules, etc. Mais, ouais, mais je me souviens en fait, c'est Gaillon, Ulysse Gaillon, c'est lui qui a découvert la fermentation malolactique sous les ordres de Pasteur. Et il s'était pris la tête aussi sur les omnibus à Paris pour les faire. Il avait construit quelque chose d'énorme pour justement capter le méthane. Mais c'est en 1870, hein, c'est hyper ancien. Donc du coup, oui, j'imagine qu'on est trop lent encore, c'est ça? Non, en fait, je pense que contrairement, en fait, ce qu'il faut réaliser, mais là, il faudrait que j'ai de quoi vous écrire ou de quoi me faire passer au tableau. Ce qu'il faut réaliser, c'est que la densité de ce vent solaire, la densité de la couronne ovale, par exemple, sur la probe, est incroyablement moins dense. Il y a beaucoup, dans un litre, si vous voulez, vous avez l'ordre de grandeur, c'est des milliards et des milliards. Vous avez beaucoup, beaucoup moins de particules que dans n'importe quelle atmosphère. Donc, à la limite, notre instrument, par exemple, celui que je vous montre là, il faut voir qu'il mesure les particules une par une. Vous vous rendez compte? Les particules vont rentrer là, je vais vous parler de ça maintenant. C'est un instrument qui mesure les particules. En quelque sorte, il les collecte, comme vous le suggériez. On collecte avec cet instrument, on collecte les particules qui viennent du Soleil. Et puis, il y en a, il faut compter rapidement, hein, mais on en récupère au mieux quelques millions par seconde. Et en fait, on va les compter une par une pour
établir exactement les caractéristiques de cette matière, les caractéristiques qui viennent du Soleil. Donc, je continue. Donc voilà, ça c'est… Juste une question très simple. À quelle distance du Soleil va arriver Solar Orbiter? Je pense que tu n'as pas dit. Oh, il va arriver à peu près à… On va aller un peu plus près du Soleil que l'orbite de Mercure. Voilà. Donc ça fait une trentaine de millions de kilomètres. Alors pourquoi on s'est limité? En fait, le problème, c'est que justement, on a ces instruments qui… On voulait une mission qui puisse regarder directement le Soleil. Et en fait, on va aux limites de faisabilité. C'est-à-dire que comme le flux augmente comme l'inverse du carré, hein, de la distance, très rapidement, par exemple, on avait pensé aller à 0,25, ce qu'on appelle l'unité astronomique, au tout début de la mission. On a dû reculer de quelques dixièmes, hein, on passait à 0,28 parce qu'on s'apercevait que les contraintes thermiques étaient trop fortes. Par exemple, sur notre instrument ici, qu'on a développé au laboratoire, je vais vous montrer une vue plus grande de cet instrument. Vous avez certains de nos ingénieurs là, qui travaillent sur ceci, le modèle de vol. Donc, en fait, je parlais des contraintes thermiques. Voilà, vous avez ici, c'est la phase d'entrée de l'instrument. Les particules qui viennent du vent solaire vont passer dans cette entrée ici. Une partie de ça est cachée par le bouclier principal du satellite, mais on a quand même toute la partie haute là qui voit directement le Soleil. Et quand on est au voisinage, alors vous voyez, quand on est au voisinage immédiat du Soleil, alors c'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel parce que dans ces cas-là, dans les conférences, je viens avec ce qu'on appelle le STM, c'est-à-dire que le modèle structurel et thermique, donc ça vous permet de le prendre dans les mains et de voir un peu ce que c'est, un peu mieux. Mais bon, là, on ne peut pas le faire. Donc, en fait, c'est un instrument, ici, vous avez une trentaine de centimètres, typiquement. Hein, vous voyez ici. Hein. Donc, la surface, ici, est chauffée au plus près du Soleil. On va être chauffé au-delà de quasiment 450 à 500 degrés, d'accord? Donc, et ici, vous avez toute notre électronique, vous voyez, qui est au ras, parce qu'on n'a pas de place toujours, qui doit fonctionner à 20 degrés, typiquement. Donc, toute l'astuce qu'on a dû déployer, c'est comprendre comment on pouvait ne pas trop chauffer notre instrument, faire en sorte que le rayonnement, le flux solaire qu'on récupère, cette surface qui se chauffe à 500 degrés, que le système soit thermiquement stable pour éviter de chauffer la boîte elle-même et toute notre électronique. Donc, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des MLI, ce sont des protections thermiques particulières qui vont isoler le système. Ceci, c'est 3 volets en titane avec des revêtements particuliers qui vont permettre de rayonner très efficacement le flux solaire pour éviter de trop chauffer. Et vous avez cette peinture blanche aussi, hein, vous avez un radiateur ici, cette peinture blanche, qui sont aussi des matériaux spécialement adaptés de point de vue thermique. C'est des matériaux qui émettent beaucoup dans l'infrarouge, justement pour éviter de trop chauffer notre instrument. Donc, c'est un instrument qui fonctionne de la manière suivante, très rapidement. Nous avons ce qu'on appelle des détecteurs qui sont des channeltrons, bon, peu importe, ça, je vous montre ici. C'est des systèmes qui vont… En fait, vous avez les particules du vent solaire. Donc, nous, on mesure les ions, les particules, donc hydrogène et hélium, enfin, tous les ions, excusez-moi. Mais c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium qui rentrent dans le système, dans notre système. Nous avons tout un système de plaques électrostatiques qui vont permettre, comme c'est des particules chargées, de les dévier pour regarder dans toutes les directions. Donc, une des choses qu'on a particulièrement bien su faire au laboratoire, c'est des systèmes de haute tension qui permettent de faire ces déviations. Et après, nous avons ce qu'on appelle un analyseur électrostatique qui va sélectionner l'énergie des particules. Et finalement, dans ces détecteurs, ce que je disais tout à l'heure, nous allons détecter, mesurer un par un ces ions qu'on a laissé pénétrer dans notre instrument et on va déterminer comme ça
la composition, comment vous dire, cinétique, ce qu'on appelle cinétique, c'est-à-dire la vitesse, l'énergie de chaque particule qui sont émises qui nous viennent du Soleil. Alors, ces systèmes sont des systèmes assez extraordinaires parce que ça, voilà, vous voyez, c'est des petits détecteurs en porcelaine, qui comptent jusqu'à 10 millions de particules par seconde. Et on a toute l'électronique qu'il faut derrière pour compter jusqu'à 10 millions de particules par seconde. Alors, souvent, je m'amuse à dire, ben, voyez, cet instrument, c'est peut-être un des instruments les plus essentiels de la mission Solar Orbiter, parce que c'est en fait l'instrument qui mesure le vent solaire, qui est un des objectifs principaux de cette mission. Toutes les particules vont arriver ici, vont être déviées et vont tomber finalement, on s'aperçoit que l'essentiel des particules tombe sur 2 ou 3 de ces détecteurs. Et ces détecteurs coûtent, ça coûte 20 ou 30 euros le détecteur, c'est pas très cher ces détecteurs. Et donc, vous avez tout l'intérêt scientifique de cette mission qui repose sur la manière dont vont fonctionner pendant les 10 ans qui viennent ces quelques détecteurs qui vont recevoir l'essentiel du flux solaire. Donc, ça me fait toujours, comment dire, je peux vous dire que dans nos équipes, quand on a mis en place ces détecteurs, il y a eu beaucoup de soins qui ont été apportés, parce que finalement, tout l'intérêt scientifique à venir de cette mission repose sur la qualité de ces quelques détecteurs. Donc, vous avez un projet à 1 milliard d'euros qui dépend de ces quelques détecteurs qui valent quelques centaines d'euros. C'est toujours le paradoxe de ce qu'on fait, où on s'investit pendant des années et tout repose sur une technologie qui doit être précise, mais sur laquelle ça repose sur quelques éléments de technologie qui peuvent foirer éventuellement. Donc, c'est une grande particularité de notre métier. Ceci, je vous montre ici, c'est la première observation. Donc, d'un point de vue personnel, j'étais avec mes copains ingénieurs. On était en plein confinement. C'était au mois d'avril l'année dernière. Le satellite était parti et on allait mettre en marche pour la première fois l'instrument. Donc, les détecteurs dont je parlais ici, il faut leur appliquer une haute tension pour qu'ils fonctionnent. Et les hautes tensions dans l'espace sont des choses qu'on manipule avec beaucoup de précautions. Il faut faire très attention. On monte les tensions de manière très progressive. Et en fait, là, on fait une transition de 1200 volts à 1500 volts après plusieurs heures de vérification et de montée progressive. Et on ne voyait rien, hein, d'accord, ça, peu importe, mais enfin, on ne voyait rien. Et tout d'un coup, on voit apparaître dans notre champ de vue, si vous voulez, les premiers ions qu'on détecte du vent solaire, brutalement, exactement quand on fait cette transition. Donc, en fait, c'était voilà, c'est le premier cri du bébé, si vous voulez, l'instrument qui se met à marcher. Et voilà, en plein confinement, on a bu le champagne, on était heureux. Un bon souvenir. Maintenant, je vous parle un peu, le scientifique qui est au travail, hein, qui laisse tomber la direction de labo, qui s'amuse un petit peu. Que vous dire, ça va devenir un peu plus compliqué, mais par exemple, on a fait des choses rigolotes depuis quelques mois. Finalement, quelques semaines après ce commissioning, donc cette mise en route de cet instrument, on a pu traverser une queue de comète. Il y a souvent des comètes qui s'approchent du Soleil et en fait on est passé certes à grande distance, mais on est passé sans doute dans un plasma, dans un vent solaire dans lequel il y avait eu une queue cométaire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, donc vous avez ici en fonction de l'énergie, c'est un peu compliqué, c'est en fonction du temps, vous avez du rouge. Le rouge là que vous voyez, ce sont les mesures des hydrogènes qui viennent du Soleil. Ce que vous voyez ici, c'est les héliums qui viennent du Soleil. Et vous voyez peut-être une trace très fine ici au-dessus. Ceci, ce sont des oxygènes. Et ce qu'on a trouvé d'intéressant, c'est qu'à ce moment-là, alors qu'on est dans cette queue cométaire, il y a une proportion d'oxygène qui n'est absolument pas normale. On ne sait pas encore tout à fait si c'est l'effet de la comète. Comme une comète, c'est essentiellement de l'eau qui s'ionise, ça fait de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc, on pourrait imaginer que
que ces oxygènes que l'on voit ici sont d'origine cométaire. Bon, ce n'est pas encore exclu que ce soit tout simplement à ce moment-là un vent solaire très particulier qu'on ait observé. Ça, c'est ce que je vous montre ici, c'est ce que mesure vraiment notre instrument, enfin, le produit de base, qu'on appelle la fonction de distribution. C'est en fonction de la vitesse. Donc, vous avez la vitesse du vent solaire, 300 km par seconde ici. Vous avez ces hydrogènes, vous avez les héliums ici, puis cette trace ici. Ça serait ces oxygènes qui pourraient éventuellement venir du vent solaire. De la comète. Je commence à fatiguer. Et je vous dis juste, par exemple, sur quoi je travaille, moi, maintenant. Ça m'intéresse à ce qu'on appelle la turbulence dans le vent solaire. Alors, la turbulence, le vent solaire est un milieu particulièrement intéressant pour étudier ce qu'on appelle la turbulence, c'est-à-dire la manière dont dynamiquement le milieu s'organise ou se désorganise, d'ailleurs. Donc, l'illustration classique, c'est ces jets de matière, ces jets de fluide, et puis toute l'apparition de la turbulence. Et dans le cas du vent solaire, dans le cas de l'astrophysique, on a des milieux un peu particuliers, puisque c'est des milieux souvent formés d'ions, formés avec un champ magnétique. Donc, les caractéristiques de la turbulence, qui sont un des gros problèmes toujours de la physique contemporaine, ont des caractéristiques assez différentes de ce qu'on connaît dans les fluides. Donc, un des points, c'est d'étudier justement quelles sont les caractéristiques de cette turbulence dans le vent solaire. Donc, voilà, c'est juste un exemple de science en marche. Sur quoi je travaille, c'est comparer ces fluctuations. Ici, vous avez des fluctuations magnétiques, des fluctuations de champ magnétique et de vitesse, et de comprendre comment se fait ce qu'on appelle la cascade turbulente. Bon, je vous donne un bel exemple en astrophysique, en planétologie de structures turbulentes. Ben, ça vient d'un autre de mes dada qui est Jupiter, et donc ça, c'est une vue extraordinaire aussi de l'atmosphère de Jupiter par la sonde de Juno. Donc un bel exemple de système turbulent. Vous voyez tous ces tourbillons de toute taille, etc., qui s'imbriquent les uns dans les autres. Ben, c'est un petit peu la même chose, mais on ne le voit pas aussi bien, qu'on essaie de faire dans le vent solaire, de comprendre comment s'organisent toutes ces formes de tourbillons, si vous voulez, et comment l'énergie va faire ce qu'on appelle la cascade non linéaire depuis ces régions, ces domaines où on injecte l'énergie, et les domaines, les plus petites échelles où cette énergie est transformée en chaleur, avec ces fameuses lois de puissance, lois de Kolmogorov, etc. Et voilà, ça c'est ce que j'ai fait ce week-end, tout simplement, en tant que scientifique. Je me suis amusé à comparer les cascades non linéaires de champs magnétiques et de vitesse. Je vous montre dans ce cas-là qu'il y a une certaine homoticité entre les deux, mais que parfois non, il y a une espèce de saturation de la turbulence pour les vitesses, qui sont quelque chose qu'on avait commencé à soupçonner, mais que justement on peut particulièrement bien travailler avec notre instrument, parce que c'est un instrument qui a la caractéristique, je ne l'ai pas dit, de mesurer les choses beaucoup, beaucoup plus rapidement que tout ce qui a pu se faire auparavant. Donc voilà, c'était juste pour terminer, parce que j'aime bien terminer, je suis scientifique, même si je sais que ça devient compliqué, ça devient difficile. Voilà, vous donner un petit éclairage de la science que l'on fait et des questionnements qu'on peut avoir sur de la physique un peu. Alors, là, je suis un peu loin des éruptions solaires, mais je suis dans la turbulence. Voilà, donc je vais en rester là. Oui, effectivement, le temps a passé. J'espère vous avoir montré des belles images. Je peux vous en montrer d'autres sur cet objet assez extraordinaire qui est notre Soleil, sur son environnement, sur l'exploration qu'on en fait. Et je vous mets pour terminer une espèce de citation qui vient de Boltzmann, un peu compliqué, qui rappelle à quel point notre Soleil n'est pas seulement important pour son énergie, mais pour quelque chose de plus subtil, voilà, je vous la laisse lire. Pour les physiciens et ceux qui s'intéressent à ce que peut être l'existence et le lien avec l'entropie. L'entropie, c'est résister à l'entropie, c'est résister au vieillissement, c'est quelque chose d'important. Voilà. Je m'arrête là. J'étais un peu compliqué sur la fin, j'en ai conscience, mais voilà, je finis toujours par des choses un peu plus compliquées.
Merci Philippe pour ce très bel exposé qui effectivement nous a montré à la fois quelques grandes questions scientifiques et puis bien sûr la complexité des réponses parfois. Donc je voudrais inviter tous les participants à poser des questions. Maintenant, soit vous levez la main, vous prenez la parole ou vous écrivez sur le chat. Je vais essayer de vous mettre un diaporama, pas un diaporama, attendez, je vais essayer de vous mettre ça. C'est des... Oh non, c'était là, je suis bête. Je dois les avoir là. Bon, allez-y, posez les questions le temps que je vous trouve plein de films sur le soleil. Question? Pourquoi fait-il si froid sur Vénus alors qu'elle est plus proche du Soleil que la Terre? Oh, mais il ne fait pas froid sur Vénus. C'est pas sur Vénus qui fait… Ah non, 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 Vénus, au contraire, c'est l'enfer, Vénus. Vénus a une atmosphère extraordinairement dense, enfin extraordinaire, très dense, et extrêmement chaude, 400 degrés. Et en plus, c'est plein d'acide sulfurique. On ne sait pas l'endroit où aller en confinement là-bas, non? Mais c'est pas de Vénus que les Russes s'intéressent beaucoup? Si, mais Vénus n'est pas une planète froide du tout. Non, celle qui est intéressante de ce point de vue-là, du contraste, c'est Mercure, qui est encore plus proche du Soleil que Vénus. Et Mercure a une face qui regarde tout le temps le Soleil, qui est une face très chaude, qui va être à 500 degrés. L'autre est à moins 400, je crois. Et l'autre côté qui est très froid. Le côté qui est toujours à l'ombre de Mercure est très froid. Oui. Voilà. J'ai fait un lapsus. Voilà, oui. OK. Merci. D'autres questions? Est-ce que la sonde Taranis, si le CNES en renvoie une après l'échec de Vega, est-ce que cette sonde peut vous être utile dans vos études? Bien sûr, oui. Vous parliez de plasma, etc. Taranis, c'est pour étudier les plasmas dans la stratosphère, dans la mésosphère, etc. Oui, alors bon, vous me rappelez un mauvais souvenir, parce qu'on va devoir reconstruire notre instrument qu'on avait sur Taranis. Vous ne l'avez pas fait en clone? Des satellites comme ça ne sont pas construits en clone? Oh, pas toujours, non. Quand on a l'argent, quand on a le temps, on fait des clones, comme vous dites. On appelle ça un modèle de rechange. C'est pas Oui, je vais. Et dans ce cas-là, hélas, on n'avait pas le clone. Donc, il va falloir qu'on s'y mette, qu'on le refasse. Donc, Taranis, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est on va pas parler de, c'est pas vraiment les mêmes types de plasma. Là, je ne pouvais pas le faire, mais je vous ai parlé de plasma où il n'y a pas de collision. C'est des plasmas très peu denses. Taranis va travailler beaucoup plus sur des processus qui se font dans la haute atmosphère, la basse ionosphère, la haute atmosphère, dans des plasmas qu'on appelle froids, qui sont de nature assez différente de ce que j'étudie, mais avec des processus d'accélération, éventuellement jusqu'à des énergies qui peuvent donner des rayonnements gamma en lien avec les phénomènes orageux. Et oui, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer sur ce projet, le faire voler, parce que c'est extrêmement novateur et ça reste toujours intéressant. On a toujours cette chance que personne n'ait fait ça avant nous. Et donc, j'espère vraiment qu'on pourra faire quelque chose. Non, c'est un très, très, très beau projet, Taranis. Très beau projet. Très bien. Merci. D'autres questions? Non. Alors, le lancement en 2020 se situe comment dans le cycle solaire? Et tu pourrais peut-être dire aussi quelle va être la durée de la mission, justement, et comment est-ce qu'on va échantillonner le cycle? En fait, la mission est prévue pour… la mission nominale est pour 7 ans, mais on espère tous une prolongation sur un cycle solaire. Donc, ça nous permettra de couvrir… L'idée, c'est vraiment de couvrir tout le cycle solaire. Et actuellement, on en est où dans le cycle, justement? C'était un petit peu ça la question. Où est-ce qu'on en est? On a passé le maximum, non? On est en phase descendante. Oui, c'est ça. On est en phase descendante. Alors, bon, il faut… Les cycles solaires, suivant les cycles, ce n'est pas toujours très… Le dernier cycle solaire a été assez compliqué. Mais voilà. Je crois que là, on est en phase descendante. Oui, Léa Griton, Léa est en ligne, nous dit qu'on rentre dans la phase du maximum.
Ah, ben voilà, bon, Voilà. j'étais en avance, alors non. Voilà. Y a-t-il prévu un projet européen d'étude du Soleil suite de SOHO, autre, c'est-à-dire le Soleil lui-même, quoi, finalement, et pas seulement La le couronne. grand Soleil. La Pas couronne. seulement la couronne, oui. C'est Alain Delève qui est en ligne, qui pose la question. Oui, alors côté européen, non, pas directement, mais il y a des projets en particulier côté japonais, et sur lequel on pourra éventuellement participer. Actuellement, non, ce qu'on appelle les feuilles de route de l'ESA, il n'y a pas de projet qui serait l'équivalent de SOHO. Il n'y a pas ce genre de choses. Alors, une question de Jean-Baptiste. Connaîtra-t-on bientôt un océan rouge? J'ai oublié le nom du phénomène. C'est quoi ça? C'est la mer des Sargasses? Peut-être qu'il faut... Jean-Baptiste, vous pouvez vous exprimer? Je peux prévoir la récurrence de cet événement. Je ne connais pas non plus. Il n'est pas là, Jean-Baptiste. Il faut qu'il ouvre. Jean-Baptiste, ouvrez votre micro et prenez la parole si vous voulez, si vous êtes en ligne. Oh, je cherche avec... Bon. Oui, pardon, vous m'entendez? Ah si, oui, voilà, on vous entend. Voilà. Oui, pardon, excusez-moi. C'était l'événement qui a eu lieu le 2 septembre 1852. Ah, le Carrington? Ah oui, voilà, oui. Ah, ça. le Carrington. Alors, Oui, je pense que ce qu'ont vu ces marins, c'est un ciel qui a pris des couleurs totalement inusitées. Je pense que le soleil est devenu très rouge, comme des fois ça peut s'observer. Michel, tu connais ça mieux que moi, dans les périodes pour les aurores diffuses assez intenses. On peut avoir des lueurs particulières dans le ciel, et ça s'est reflété sur c'est ce que vous l'interprétez. Oui, les bordures équatoriales. Ça s'est reflété sur l'océan, et on a eu l'impression que l'océan devenait tout rouge. L'idée que j'en ai. Hein. Oui, sur les bordures équatoriales des phénomènes auroraux, justement, les électrons sont moins énergétiques et ils excitent la très haute atmosphère, l'oxygène et des raies dans le rouge en particulier. C'est pour ça qu'il y a cette couleur. Voilà. Et est-ce que cet événement est récurrent? Est-ce que ça va se reproduire dans 100 ans ou 200 ans? Parce que là, si ça impacte les satellites, comme là, quand vous montrez l'exemple, la vague solaire qui allait de l'autre côté, qui a touché le satellite, mais qui n'est pas allé vers la Terre, si ça arrive ces prochaines années ou dans 200 ans, voilà, si on peut prévoir cet événement. Voilà. C'est justement Alors, est-ce que ça se reproduira et à quelle échéance? C'est un petit peu comme les phénomènes extrêmes en météo. Hein. Vous savez, on parle d'événements décennales, centennales. Voilà, c'est-à-dire que suivant l'intensité du phénomène, il est plus ou moins fréquent. Il est à peu près évident qu'on connaîtra, alors, quand, mais il me semble évident qu'on devrait connaître un jour ou l'autre, l'humanité connaîtra l'arrivée de perturbations solaires majeures à la Terre, avec les conséquences que ça pourra avoir selon son degré de développement technologique et de dépendance par rapport au spatial, oui. Mais pas que seulement au spatial, hein, c'est des processus comme ça, extrêmement forts, qui changent, qui finissent par modifier finalement le champ magnétique terrestre, mais comment dire, ça peut amener des perturbations importantes dans le champ magnétique à la surface de la Terre. Et ces perturbations peuvent être conduites par ce qu'on appelle les phénomènes d'induction, dans des perturbations dans les systèmes de distribution d'électricité. Donc, si on arrive à prédire quelques heures avant l'arrivée d'un tel processus, on peut peut-être se protéger par rapport à ces désagréments. Et c'est un des enjeux justement de la météo spatiale, de l'espace. Donc, pour répondre, oui, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il y aura à nouveau un processus comme ça. Ça me paraît assez clair.
Et un tel processus peut-il complètement perturber toutes les ondes électromagnétiques, bien sûr, mais même les systèmes d'enregistrement ou de stockage de données que l'on a sur Terre ou que l'on aura? Oh, je ne pense pas, non, il ne faut pas aller trop loin non plus, je ne pense pas. À ce point-là? Non, non, non. Il y avait des scénarios comme quoi on perturbait fortement les systèmes de distribution d'électricité. Mais bon, mais voilà, ce genre de choses, on peut s'en protéger. Par contre, pour des personnes qui seraient dans l'espace, pour des cosmonautes, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et c'est d'ailleurs un des points difficiles d'une exploration lointaine. Hein. Lors de la conquête de la Lune, on n'avait pas tout à fait compris tout ça. Et en fait, il y a eu ça s'est fait pendant une période d'activité solaire assez importante. Mais par chance, les cosmonautes sont partis vers la Lune, sont passés en dehors des éruptions solaires majeures. Si on en avait une, les conséquences peuvent être dramatiques pour les cosmonautes. Alors on peut parler de mort des cosmonautes, hein, par irradiation. Philippe, une question d'Alain Delettre. Alain, tu veux parler peut-être? Non, c'était juste, je me posais des questions sur ce qui se passe dans la structure interne du Soleil. Donc, c'est par exemple des mesures de sismologie du Soleil et puis l'apparition des flares en surface. Est-ce qu'il y a des liens de cause à effet ou c'est totalement décorrélé? Non, ce n'est pas décorrélé, je pense. Vous avez plusieurs types de perturbations. Ce dont vous parlez, c'est les oscillations solaires. Donc, vous en avez de différents types. Mais il y a par les techniques de sismologie solaire, alors on parle de sismologie locale, hein, je ne suis pas un grand spécialiste du domaine, sismologie locale, on peut avoir une idée des mouvements de matière plus en surface, disons légèrement en dessous de la surface solaire, et ça peut être lié, ces mouvements de matière peuvent être liés à des processus de dynamo local, et donc peut avoir un lien avec l'activité magnétique telle que je l'ai présentée là. Mais ça, il s'agit d'un certain type d'onde, plutôt d'ondes de surface, pas les ondes les plus profondes du Soleil. D'accord. Merci. Une question de Guillaume Kerzola sur le cycle solaire. Pourquoi le champ magnétique du Soleil s'inverse de manière aussi fréquente à l'échelle cosmique et régulière, les cycles? C'est ce qu'on sait finalement. C'est une très bonne question sur laquelle j'ai plein de collègues qui travaillent. Donc, en fait, c'est un peu pourquoi ça. C'est des problèmes qui sont liés à la dynamique interne de la matière dans le Soleil, hein, ce fluide chargé qu'on appelle, voilà, c'est ce qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique, et tout le problème des processus dynamo, donc comprendre comment cette matière conductrice en mouvement, agitée par la production d'énergie du Soleil, on parle de convection aussi, peut s'organiser parfois pour donner naissance à des champs magnétiques. Donc ça, c'est le problème de la dynamo. Donc c'est un problème complexe de turbulence, justement, tridimensionnel, sur lequel même les ordinateurs les plus puissants aujourd'hui commencent à faire des simulations intéressantes, mais ça fait vraiment pas... On commence juste à ébaucher on commence à faire des progrès dans ce domaine grâce à la puissance de calcul dont on dispose. Maintenant, pour expliquer vraiment le cycle, c'est encore une chose, c'est encore autre chose. C'est un niveau d'organisation dans ces processus dynamo.
Tout ce qu'on sait, c'est que ça varie d'une étoile à une autre. On sait que ces cycles, bon, sont pas, voilà. En général, toutes les étoiles ont des cycles. D'ailleurs, le cycle de 11 ans n'est pas le seul cycle qu'on connaît du Soleil. Hein. Vous avez des cycles plus longs, semble-t-il. Donc ça va être propre à l'objet que l'on considère. Pourquoi 11 ans dans le cas du Soleil? Je peux pas vous le dire comme ça, mais voilà. C'est un peu le même problème. Enfin, c'est pas un peu, je ne sais pas si on peut faire l'analogie aussi directement que ça, mais vous savez, dans le cas du magnétisme terrestre, vous pouvez aussi avoir une inversion du champ magnétique terrestre. Hein. Ça s'est fait plusieurs fois dans le passé. Je ne crois pas que ça soit associé à des cycles, sans doute de manière beaucoup moins régulière que le cas du Soleil, en tout cas. Mais c'est typiquement le même genre de phénomène. Hein. Oui, c'est ça n'a pas la même régularité. Voilà. Je vois que l'une de nos spécialistes dynamo là, est dans la salle, Katia Ferrière de l'IRAP. Katia, tu veux dire quelque chose là-dessus? Moi, je suis plutôt spécialiste de la dynamo galactique, mais enfin, le principe est le même. Peut-être un élément qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, pour qu'il y ait production de champs magnétiques, il faut des mouvements de rotation à grande échelle, et puis il faut toute cette turbulence dont Philippe parlait. Et il faut que, grâce à la rotation, cette turbulence ait un certain twist, quoi, qu'elle tourne systématiquement dans un certain sens. Et ça arrive grâce à la force de Coriolis. Et quand il y a ces ingrédients qui sont ensemble, ben, ça produit un champ magnétique de manière systématique, toujours dans le même sens. Alors après, pourquoi il y a un cycle et pourquoi il est si régulier, ça ne s'explique pas en 2 minutes, je pense que c'est un peu plus compliqué. Absolument. Merci, Katia. Ouais, je voulais retrouver, mais là, il est tard déjà. Je le cherchais depuis tout à l'heure. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous en trouver d'autres. Voilà, regardez ça. Là, on ne voit pas l'écran, là. Voilà, c'était des exemples. Vous trouvez ça en allant sur le site de la NASA Trace, SDO. Oh non, SDO, pardon, pas Trace. On ne l'a pas eu. Mais... On n'a rien vu, Philippe. Non, on l'a pas vu. Dizaines de minutes. On ne l'a pas vu, mais ça ne fait rien. Je crois qu'on va s'arrêter là, peut-être. Voilà, merci. En remerciant notre conférencier, Philippe Louarn. Merci beaucoup. Il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Merci Philippe. Voilà, grand merci à vous et grand merci aussi à toute l'assistance puisque nous étions pratiquement, nous avons atteint ou dépassé les 90 personnes. Tout à fait. Et je voudrais, avant que nous quittions, vous dire que nous avons rendez-vous, mais pour un sujet complètement différent qui va s'éloigner un peu de la science, même beaucoup, puisqu'il s'agit de Tintin et l'histoire de l'aviation, qui sera fait par... le 23 février à 18h, donc je ne sais pas encore sous quelle forme ça sera, si ça sera sous forme de vidéo ou si on pourra le faire en présentiel, mais je pense que vraisemblablement ça sera encore sous forme de vidéo et vous recevrez donc les informations par la voie habituelle. Voilà, merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.